bienvenue au coin du feu par cette froide journée d'hiver. Où nous allons vous conter des histoires du Grand Nord. Vous êtes prêts? C'est parti! Le voyage de Petite Marie. Petite Marie regarde par la fenêtre. Elle se sent un peu seulette. Sa mère est sortie voilà presque 1 heure. Le temps passe avec extrême lenteur. Tout est calme, le ciel est gris. Tiens, les flocons de neige prennent vie. Petite Marie les voit sans se tromper, sauter, virevolter et s'interpeller. Les enfants flocons, si menus, si blancs, tombent du firmament en clamant. « Viens, sors, Marie, petite Marie, allons voir la Reine des Neiges. » Petite Marie, sans perdre une minute, en manteau, capuche et gants, les rejoint dans le jardin blanc et s'amuse du joyeux tumulte. Les flocons appellent alors à l'unisson, riant, insistant, implorant, le vent bondissant, joyeux garçon et son traîneau d'argent. Petite Marie, sitôt assise, le traîneau file et fend la bise. Les flocons suivent en escadrille, par-dessus sapins, fourrés et charmilles. Qu'il est beau, qu'il enchante Petite Marie. Le palais de glace resplendit. Les tours comme du sucre luisent, les murs tout de blanc l'éblouissent. La petite princesse sur ses genoux, la reine conquise sur le cou, fait à Petite Marie tant d'amitié qu'elle la convie aux festivités. C'est l'anniversaire de la princesse. On sert un délicieux goûter d'altesse, des œufs à la neige à volonté, avec du thé et du chocolat glacé. Les bonhommes de neige, muets, sont des serviteurs pressés et empressés, passent les plats sans un murmure, puis se tiennent droit dos au mur. Petite Marie est invitée à se promener dans le fabuleux jardin d'été, où des fleurs aux 1000 éclats brillent de tout leur apparat. Les fleurs ont la clarté du verre, le sol lisse et poli a le reflet d'un miroir. Tout est blanc comme neige, les nénuphars, les feuilles, les herbes et les fins conifères. Les jeux et les danses sont repris dans la salle aux voûtes imposantes. Sous l'éclat des lampes, tout est flamboyant et le son des trompettes retentit. Les flocons bondissent, fredonnent, entourent la reine douce et bonne, tournent et caracolent à l'infini. La ronde effrénée les trop pour Marie. Petite Marie de fatigue tombe dans la neige hivernale, ne veut plus rien voir, plus rien entendre. Les pieds, les yeux, tout lui fait mal. Elle ne veut plus que rentrer sans attendre. Petite princesse supplie. Reste avec moi, joue encore des jeux amusants. Les plus beaux glaçons seront pour toi, et des boules de neige et des présents. Mais la reine avec sagesse de dire « Vite, qu'on attelle au plus vite. Petite Marie, tu le mérites. Le brave Jean va te conduire. » Bientôt le traîneau attend en bonne place. Petite Marie a tout fait, ses adieux. 4 ours blancs piaffent impatients et joyeux, trottent prestement dans la neige et la glace, font halte devant la maison de Petite Marie. Sa mère sur le seuil de la porte tend les bras heureuse et ravie. « Mon enfant qu'on me rapporte !» Petite Marie raconte alors, joyeuse, ce qu'elle vit au pays des neiges. Si ne le croyez, tenez-vous prêts à faire aussi le voyage. Chaque année, à l'automne, lorsque les jours deviennent plus courts, le soleil bien moins chaud, de nombreux oiseaux partent des forêts du Grand Nord pour aller dans les pays chauds du Sud, afin de se protéger pendant l'hiver. Et oui, car dans ces forêts du Grand Nord, l'hiver y est si rude, le gel si terrible, que les oiseaux pourraient mourir de froid ou de faim. Et au printemps suivant, ils refont le chemin inverse. Ce sont les oiseaux migrateurs. Il y a bien longtemps, un jeune merle fort et robuste était prêt pour cette aventure. Et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui.
voici notre jeune merle. Aujourd'hui, c'est le dernier vol d'entraînement avant le grand jour. Le merle prend ses ailes, il prend son courage, il s'envole, il est prêt, mais là, malheureusement, un héron arrive et le percute de plein fouet. Notre jeune merle, sonné par le coup, tombe comme une feuille morte et souffre. Il a très mal à son aile. Elle pend bizarrement. Il ne sait plus quoi faire, il ne peut que marcher. Il avance, et là, au loin, des vieux merles viennent vers lui et lui expliquent fort de leur expérience que son aile est cassée, qu'il ne pourra pas faire le grand voyage avec eux et qu'il va devoir rester ici dans la forêt et surtout se trouver un abri pour se protéger. Notre merle est bien triste. Le lendemain, le jour du grand départ, il regarde tous ses amis s'envoler au loin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un petit point dans l'horizon. Il n'a pas le choix. Il se met à marcher, il avance très lentement, il est vite fatigué. Et à un moment donné, il rencontre un chêne, un imposant chêne. Il se dit que oui, ce chêne pourra l'aider. Ce sera le grand arbre qui le protégera. Oui. Le merle s'approche tout doucement, un petit peu timide. Oh, magnifique chêne, voudriez-vous bien ouvrir vos branches et me laisser y faire une petite place pour nicher? Malheureusement, le chêne s'énerve immédiatement et le chasse. Pas question! Mes branches doivent être seules et bien protégées pour l'hiver. Je ne veux pas me fatiguer pour te protéger toi. Va-t'en. Notre merle, bien triste, continue son chemin et cherche un autre arbre. Il est de plus en plus épuisé. À un moment donné, il rencontre un magnifique bouleau avec ses grandes branches. Oh oui, c'est sûr, avec lui, il pourra trouver son abri, son refuge pour bien se protéger. Il précise bien que ce sera juste le temps d'un hiver, que très vite, au printemps, il repartirait. Mais là, le bouleau, un peu méprisant, le toise de haut. Non, non, non. Je sais que si tu restes là, tu vas prendre toute mon énergie. Le merle ne comprend rien, ça n'a pas de sens. Mais puisqu'il n'a pas le choix, il continue son chemin. Il avance, il avance. Il a de moins en moins d'espoir. Son corps se fait de plus en plus lourd. À un moment donné, il rencontre un saule et se dit « Oh oui, ses branches sont tellement longues et flexibles qu'il n'aura besoin d'aucune énergie pour me protéger, ce sera plus facile pour lui. » Il s'approche tout doucement, il se dit « C'est bon, cette fois-ci c'est bon. » Il lui demande son aide et là le saule, un peu timide, un peu craintif, lui répond « Oh, mais moi, je voudrais bien t'aider, mais je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je sais pas, moi, si tu vas picorer sur mes branches comme les pies, ou si tu vas manger mes feuilles. Non, je voudrais bien t'aider, mais il faut que tu trouves un autre arbre, je suis désolée, non, je peux pas. » Il lui en veut un peu moins, mais au final, il n'a toujours pas d'aide. Là, il est complètement désespéré. Il avance au plus profond de la forêt. Il n'ose même plus parler aux autres arbres qui détournent leur regard en le voyant parce qu'en plus, le chêne, le bouleau et le saule ont raconté l'aventure du merle et personne ne veut l'aider. Si personne ne veut l'aider, pourquoi demander de l'aide? Donc il avance sans trop savoir où aller. Heureusement, à un moment donné, il rencontre un pin, un sapin et un genévrier. Un jeune arbrisseau. Là, c'est eux qui viennent jusqu'à lui. C'est eux qui commencent à lui parler.
Le pain majestueux, lui dit, de sa voix la plus chaleureuse. Bah, mon ami le merle, mais pourquoi es-tu encore ici? Tu ne vas pas survivre à l'hiver si tu ne pars pas vers le sud immédiatement. Vite, 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 rejoins tes amis dans le ciel. Notre ami le merle lui explique que malheureusement, avec son aile cassée, il ne peut pas s'envoler. Ce n'est pas un souci. Viens, viens avec nous. Mes branches épaisses pourront te protéger. Le sapin, tout jovial, commence à rentrer dans la conversation. Oui, 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 regarde mes branches toutes touffues. Elles vont bien te protéger. Viens te coller à nous. Et notre jeune genévrier, tout content de cette nouvelle amitié, lui propose ses baies, les tout petits fruits, et lui dit que toute la saison, il y aura bien assez pour le nourrir sans aucun problème. Viens au chaud et viens te nourrir avec nous. Le merle est tellement soulagé. Oh oui, quelle bonne nouvelle. Il s'installe tout de suite et tous les jours, il leur offre une mélodie afin de les remercier. Petit à petit, le vent du froid de l'hiver arrive. Il virevolte partout, partout. Et là, tous les arbres perdent leurs feuilles. Il y a des tapis de feuilles partout. Lorsqu'il s'approche de nos trois amis, les arbres, pour danser furieusement dans les feuilles, une voix tonitruante se fait entendre. « Stop !» Le roi d'hiver est là. « Non, non, non. Ces trois arbres ont protégé le merle. Tu as interdiction de faire envoler leurs feuilles. Je les protège, ne les touche pas. » Le vent d'hiver, un peu étonné, s'approche et voit notre ami le merle bien au chaud dans le nid, bien emmitouflé. Il se dit que le roi d'hiver a bien raison et il continue plus loin à embêter les autres arbres. C'est pourquoi les conifères restent verts, même en hiver. La ballade du roi des neiges. Il était une fois un roi du Nord dans sa grotte cristalline. Son sceptre était tout d'or, sa fille d'une grâce opaline. Le roi des neiges régnait sur ces terres glaciales. Un ours blanc gardait son palais de cristal. Le souverain l'ignorait, mais parmi ses sujets, les oiseaux périssaient, transis et affamés. Quand un curieux personnage de guenilles vêtu lui tint ce bon langage valeureux et ému. « Ô mon roi, ne sais-tu pas que là-bas, dans le grand froid, des oiseaux souffrent de faim? Sombre est leur destin. Je suis un épouvantail, mais sous mes tristes penailles, mon cœur ne peut ignorer mes petits amis ailés. De la grotte sortit alors, comme d'une blanche nuée, dans l'éclat d'un rai d'or, la princesse argentée. Le froid cessera bientôt, fais-le savoir aux moineaux. Je t'en fais la promesse, parole de princesse. Savez-vous que le joli nom de la belle aux yeux chantants, vous l'avez deviné? Mais oui, c'est le printemps. Un chant de Noël. Il était une fois un petit village, loin, très loin là-bas. En cette veille de Noël, la magie y déployait ses ailes, réchauffant le cœur de tous les habitants. Ouhou, chantaient les flacons de neige en virevoltant. Ding ding, tintaient les clochettes en se dandinant. Miam miam, s'exclamaient les enfants devant la vitrine du pâtissier. Oui, vraiment, l'esprit de Noël brillait avec ardeur dans les yeux des enfants. De tous les enfants? Au sommet de la colline, dans son immense manoir, le petit Boustrou boudait. Le majordome, la femme de chambre et la cuisinière auraient bien voulu laisser entrer la magie de Noël, mais leur jeune maître lui avait fermé sa porte. Boustrou n'aimait ni les chansons des enfants abandonnés, ni les étoiles des grands sapins, ni même l'odeur du pain d'épices. Boustrou détestait Noël. Seul dans sa chambre du grenier,
Boustru comptait et recomptait ses jouets. Lorsqu'il fut certain qu'il n'en manquait aucun, il ferma son grand coffre et se mit au lit. « Si je dors tout de suite, pensa-t-il, la nuit passera très vite. Encore une journée et ce Noël de malheur sera chose du passé. » Le petit remonta ses couvertures, puis attendit le sommeil. Les aiguilles de la grande horloge tournaient. Pourtant Boustru ne dormait toujours pas. La colère qui grondait dans son cœur l'empêchait de fermer les yeux. Et oh, que vit-il apparaître dans la lueur de la bougie? Une souris, vêtue exactement comme lui, d'une chemise de nuit. « Tu as fermé ta porte à la magie de Noël ?» lui dit-elle. Mais nous, les souris, lui avons ouvert la nôtre. Juste à ce moment, les 12 coups de minuit commencèrent à sonner. Dang, dang, dang! Le cœur de Boustru lui aussi semblait faire dang, 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 alors qu'il se sentait devenir tout petit, aussi petit qu'une minuscule souris. Sans un mot, le souriceau l'entraîna vers un trou caché dans le bas du mur, puis dans un étrange dédale de couloirs secrets. Tout au bout brillait une lumière, douce comme le miel. « Regarde bien, dit le souriceau, voici la magie des Noëls passés. » Par l'ouverture du mur, Boustru vit un magnifique sapin briller de tous ses feux dans le salon du manoir. Le chant d'un violon montait dans l'air, accompagné du rire cristallin d'un tout petit enfant. Les yeux écarquillés, Boustru comprit que le violoniste, c'était son papa. Et l'enfant sur les genoux de sa maman, c'était lui, quand il avait 2 ans. « Comme je riais alors, comme j'étais heureux !» murmura Boustru, pendant qu'un épais brouillard envahissait le salon. Lorsque le rideau de brume se dissipa, Boustru s'aperçut que 2 années avaient passé comme un éclair. Le grand sapin était encore là, mais son papa et sa maman avaient disparu. Disparus pour toujours sur leur bateau perdu dans la tempête. Pour consoler le petit garçon, le majordome joua maladroitement un air de violon. La femme de chambre le prit dans ses bras, et la cuisinière lui offrit un gros bonhomme de pain d'épices. « Non !» cria le garçon. « Je déteste Noël !» Dans sa cachette, derrière le mur, Boustru sentit une larme rouler sur sa joue. Il aurait tellement voulu consoler le petit enfant qu'il avait été. « Dang, dang, dang !» sonna encore la grande horloge. « Voici la magie des Noëls présents !» annonça le souriceau. Boustru eut alors la surprise d'apercevoir la cabane des enfants abandonnés. Assis autour d'un maigre feu de fagots, Loupiote et ses amis faisaient griller des marrons en chantant. Leur cabane était décorée de feuilles de houx et de tout ce qu'ils avaient pu trouver pour lui donner un air de fête. Mais leur pauvre festin faisait peine à voir, tout comme les haillons dont ils étaient vêtus. Regardant vers le manoir, un des garçons dit « Ce détestable Boustru n'a même pas ouvert sa porte lorsque nous sommes allés chanter chez lui. Il aurait pu partager ses provisions avec nous, ajouta une fillette. Ou bien ses jouets. Il ne joue avec personne. Il ne partage jamais rien. D'une voix très douce, Loupiote expliqua aux petits qu'il fallait cesser de parler ainsi. Elle leur dit que Boustru était sans famille, tout comme eux, et qu'il était sûrement très malheureux. Dans son manoir tout noir, il était seul, alors qu'eux avaient le bonheur d'être ensemble. Avec des étoiles dans les yeux, elle ajouta « Joyeux Noël, mes Loupiots, joyeux Noël, petit orphelin du manoir. » Dang, 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 résonna la grande horloge. Voici la magie des Noëls futurs, ajouta le souriceau. Boustru mit du temps à s'habituer à l'obscurité qui régnait maintenant dans le manoir. À la lueur d'une seule bougie, un grand jeune homme vêtu d'une chemise de nuit, trop petite pour lui, comptait et recomptait ses vieux jouets. « J'ai bien fait, murmura-t-il, de congédier la femme de chambre, le majordome et la cuisinière. Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai besoin de personne. De personne. » Le brouillard envahit de nouveau le salon, puis s'insinua dans l'homme de Boustru. Dans la cabane des enfants abandonnés, nulle guirlande de houx, aucun feu de bois ou faire grésiller des marrons. Loupiote grelottait de fièvre, allongée sur un lit de paille, sans ses amis l'entouraient, essayant tant bien que mal de la réchauffer. « Si au moins nous avions du bois pour faire du feu, » murmura l'un d'eux, « et de la nourriture pour lui donner des forces, nous n'avons rien pour l'aider à guérir. »« Non !» cria Boustru, alors que la brume redevenait déjà. « Non, je ne veux pas que l'avenir soit ainsi. »
Dang, dang, dang tintèrent les 3 derniers coups de minuit. Boustruy ouvrit ses yeux brouillés de larmes pour s'apercevoir qu'il était de retour dans son lit. Il avait repris sa taille normale et c'était la nuit de Noël. Bondissant sur ses pieds, il dévala les escaliers et fonça vers le salon. La femme de chambre, le majordome et la cuisinière ouvrirent de grands yeux en l'apercevant. « C'est la fête !» dit joyeusement Boustruy. « Qu'on installe les décorations et qu'on prépare le festin, c'est Noël !» Et vite, vite, Boustruy enfila son manteau et courut vers la cabane des enfants abandonnés. Dans le manoir rempli de lumière, la magie de Noël déployait enfin ses ailes. Autour d'une table couverte de friandises, le majordome, la femme de chambre, la cuisinière et tous les enfants chantaient, de larges sourires illuminant leurs mines réjouies. « Quel merveilleux réveillon !» s'exclama Loupiote entre deux bouchées. « C'est grâce à toi, » répondit Boustruy, le cœur rempli d'émotion. « Grâce à vous tous, mes amis. Mes amis pour toujours. Joyeux Noël, petite souris. Joyeux Noël, les enfants. » Le règne du soleil. Dans des temps très anciens, il y avait un pays dans le nord, au bord de l'océan, où le soleil ne brillait pas. Ce pays ne connaissait pas non plus l'éclat de la lune. C'était un sombre pays où régnait l'obscurité. Seules quelques étoiles étincelaient dans le ciel tout noir. Une lumière que donnent des étoiles est une bien pauvre lumière, une lueur. Ce ciel tout noir formait une chape sombre au-dessus de ce pays, et il faisait si sombre que des gens ne pouvaient se distinguer les uns les autres que par la voix. De plus, ils ne connaissaient pas le feu. Ils habitaient des huttes faites d'herbes et de branchages, couvertes de mousse. Ils s'y chauffaient comme ils pouvaient et amassaient de la terre pour boucher les trous. De toute façon, ils étaient en permanence transis de froid, car dans ce sombre pays du Nord, un vent violent soufflait constamment depuis la mer couverte de glace. Il ne faisait pas bon y vivre. Au milieu du sombre pays s'élevait une très haute montagne, toute ronde. Elle bouchait la moitié du ciel, de sorte que personne n'avait jamais vu quelque sorte d'étoile briller derrière elle, de l'autre côté de ses pentes. Et au pied de cette haute montagne, il y avait une barrière, une longue, très haute barrière noire. Si longue, si haute, que personne, jamais, n'avait pu la franchir pour voir ce qui se passait derrière. Les habitants des huttes du sombre pays savaient pourtant une chose. Derrière la barrière, il y avait une grande maison noire, faite de planches de bois foncé, recouverte de peaux de renne pour donner de la chaleur. Dans cette maison, ils savaient qu'habitaient les 70 frères de l'ombre. Derrière la grande barrière, ils savaient que les frères faisaient un élevage de 100 000 rennes dont les peaux étaient chaudes, dont le sang était bouillant, dont la viande était succulente. Les habitants du sombre pays n'avaient fait qu'en entendre parler. Ce n'était pour eux qu'une rumeur, car ils n'avaient eux-mêmes ni rennes ni maison, et ils ne se nourrissaient que des poissons qu'ils pêchaient sous la glace. Ils avaient vécu de la sorte 1000 ans, puis 1000 autres années encore, et puis encore au-delà. Personne parmi eux n'imaginait qu'on pouvait vivre autrement. Un jour, les habitants du sombre pays aperçurent un vieillard qui chevauchait un renne le long de la barrière de l'autre côté. Son renne était blanc, magnifique. Le renne était si beau, si clair, qu'il émanait de lui une douce clarté.
et les gens virent dans ce halo de lumière le visage du vieillard. Le visage simple et sage d'un vieil homme qui a beaucoup vécu, beaucoup vu, qui n'a plus rien à envier et reste lumineux dans les mémoires. « Bonjour, dit le vieillard, en arrêtant sa monture. « Quelle terrible obscurité dans votre pays !» ajouta-t-il en se tournant vers eux. Et alors les gens virent sa longue barbe argentée qui lui descendait jusqu'aux genoux et ses yeux vifs et brillants. « N'avez-vous jamais vu le soleil ?» leur demanda-t-il. Personne ne lui donna de réponse, car personne ne comprenait de quoi il parlait. Ces gens ne connaissaient ni le soleil, ni la lune, juste quelques étoiles, petits lumignons, blafards dans un ciel tout noir. Bien, je le vois. Vous ne savez pas ce que c'est que le soleil. Pourtant, le soleil, c'est une grande joie, une grande chaleur. Il demeure de l'autre côté de la montagne, au-delà de cette longue barrière. Mais, avec le plus rapide des rennes, le chemin est très long pour aller le voir. Mais y aller à pied le long de la barrière, c'est tout simplement impensable. Une vie humaine n'y suffirait pas. Les gens écoutaient le vieillard et se taisaient, tout étonnés. Ils se demandaient bien à quoi pouvait ressembler ce soleil, qui était à la fois joie et chaleur. Les frères de l'ombre avaient aussi entendu le vieillard et s'écrièrent à l'attention des gens du sombre pays. « Vous êtes vraiment stupides, de sombres imbéciles. Allez-vous donc croire à ces bêtises? Quelque chose qui serait en même temps joie et chaleur? Et si cela était? Nous le saurions, nous. Ce vieux bonhomme n'est qu'un imposteur. Il est venu sur son renne blanc vous raconter des histoires. Il vous prend pour des petits enfants naïfs. Donnons-lui quelques coups de bâton et chassons-le d'ici. Il n'existe et ne peut exister de pays meilleur que le nôtre, notre sombre pays. Rossons-le et chassons-le d'ici avec ses racontards. » Les habitants des huttes s'interrogèrent. Fallait-il battre quelqu'un parce qu'il racontait des histoires? D'un autre côté, les frères de l'ombre avaient peut-être raison, peut-être fallait-il tuer le vieillard. Les 70 frères de l'ombre s'avançaient déjà vers lui et l'entouraient, lui et son renne. Le vieil homme hocha la tête. Ses yeux se ternirent, son visage devint gris. La clarté de son renne blanc s'éteignit. Il dit simplement d'une voix qui résonna dans l'obscurité. « Bien sûr, il est difficile de croire en une chose que l'on n'a pas vue. Mais il y a une barrière. S'il y a une barrière, c'est qu'il existe quelque chose au-delà de la barrière. S'il y a une montagne, c'est qu'il doit y avoir des terres derrière la montagne. S'il existe déjà des petites étoiles lumineuses, peut-être est-ce cela? Peut-être cela peut-il donner l'idée d'une lumière plus intense que produirait une grosse étoile 100 000 fois plus grosse que celle-ci, et de la clarté qu'elle pourrait vous dispenser, joyeuse, chaleureuse. Il existe d'autres couleurs au monde que le noir. Il existe d'autres couleurs au monde que le noir. Ce sont peut-être ces 70 frères qui vous mentent. Je m'en vais. Je n'apparaîtrai plus désormais qu'à ceux qui voudront connaître le soleil. » Les frères de l'ombre tendirent le bras pour saisir le vieillard, mais le renne blanc avait donné un coup de sabot et la terre s'était ouverte, laissant le passage au vieil homme qui disparut. Les gens rentrèrent dans leur hutte, ils retournèrent à leurs affaires. Les frères de l'ombre regagnèrent leur grande maison de l'autre côté de la barrière. La vie reprit comme auparavant. Il y avait cependant un jeune homme qui ne pouvait plus reprendre ses anciennes habitudes. Il n'était pas comme les autres. Bien que pauvre, il ne voulait jamais s'incliner devant les frères de l'ombre. Il ne faisait que penser aux paroles du vieil homme, à ce qu'il avait raconté de ce soleil inconnu qui était tout ensemble chaleur et joie. Le jeune homme alla dans la région des lacs, là où pousse la mousse que l'on donne aux rennes. Il observa le ciel noir, l'eau noire du lac, la terre noire elle aussi, et dit « Comme ce serait bien si tout n'était pas noir, et s'il existait vraiment ce soleil, je voudrais tellement le voir. » Mais ce vieillard, où est-il maintenant?
Pourquoi l'ont-ils maltraité? Et son renne blanc, lui aussi, a disparu. Que pourrais-je faire pour les retrouver à présent dans ces ténèbres? Le jeune homme n'avait pas fini de parler que les herbes s'écartèrent et un magnifique renne surgit à ses côtés. Il était comme celui du vieil homme, d'un blanc lumineux. « Me voici, lui dit le renne. Je t'attends, monte vite. » Le jeune homme fut surpris, mais obéit. Ils galopèrent aussitôt à travers les marais, traversant les champs de mousse, coupant les lacs noirs, les sombres forêts, les mornes montagnes. On ne saurait dire combien de temps dura la chevauchée, mais le renne finit par s'arrêter. Le jeune homme sauta à terre et découvrit devant lui, assis sur une grosse pierre de granit, le vieillard qui occupait ses pensées. Avec sa grande barbe grise, son visage serein, celui d'un sage sans convoitise. « Bonjour, lui dit le vieillard. Je te remercie d'avoir cru à mes paroles sur le soleil. Il fallait bien que quelqu'un soit différent des autres et se distingue parmi ton peuple. Merci de tes paroles qui me font du bien, lui dit le jeune homme. Mais saurais-tu me dire comment me procurer le soleil pour le montrer aux habitants des huttes? Ne serait-ce qu'un petit morceau de cette chaleur et de cette joie? Tu y parviendras, lui répondit le vieil homme. Mais pour le partager avec les tiens, encore faudrait-il qu'ils croient qu'il existe. Ils n'ont pas besoin d'y croire beaucoup, juste un petit peu. Une expression dit « juste un poil ». Qu'ils te donnent chacun de leurs cheveux, tu feras une petite boîte, juste pour que le soleil veuille bien se donner un tout petit peu à toi et les réchauffer tous. Bon, dit le jeune homme, et il enfourcha son renne pour rentrer chez lui. Les habitants des huttes furent difficiles à convaincre, mais ils finirent par donner à chacun un cheveu au jeune homme. Il les rassembla en tas. Seuls les frères de l'ombre ne lui donnèrent rien. D'ailleurs, il ne leur demanda rien non plus. Le jeune homme se mit à tisser les cheveux pour en faire un coffret. Ce fut un travail extrêmement difficile. Il y passa 70 jours et 70 nuits. C'est d'ailleurs une façon de parler, car dans le sombre pays, il n'y avait pas de jour, aucune différence entre le jour et la nuit. La même obscurité. Et tresser un coffret de cheveux dans ces conditions, en tâtonnant, ne fut pas une mince affaire. Mais le jeune homme avait de la ténacité, et il y parvint. Il repartit alors vers le lac où poussaient les mousses. Il regarda le ciel noir et dit « Mon coffret est achevé. J'ai travaillé 70 jours et 70 nuits pour le tresser correctement. Tous ces gens m'ont donné un petit quelque chose, et cela m'a permis, à mes yeux et à mes doigts, d'en sortir ce coffret. Je suis prêt à aller chercher le soleil pour eux. » À ces mots, le renne blanc apparut et l'emmena au galop. Noir champ de mousse, lac aux eaux noires, noire aussi la terre, les montagnes, les forêts. Le jeune homme avait perdu la notion du temps. Soudain, une boule rouge à l'horizon, une petite lumière éclatante, éblouissante, une chaleur intense. « Arrête-toi » cria le jeune homme. « Laisse-moi le temps de m'habituer, les yeux me brûlent. » Le renne s'arrêta et lui dit « Tu vois comme il est énorme. Tu vois sa clarté. Tu vois comme il est brûlant. Tu as même peut-être peur d'être brûlé. Tu comprends maintenant pourquoi tu ne pourrais pas l'emporter tout entier. Mais je vais t'aider à en détacher un petit morceau et tu iras le montrer aux gens de ton pays. Si cela leur plaît, ils pourront venir aussi et en prendre un petit morceau. Mais si cela ne leur plaît pas, tu n'auras plus qu'à revenir rapporter le petit morceau que tu vas prendre. » « Ça leur plaira, j'en suis sûr, dit le jeune homme. Allons-y, mes yeux se sont habitués, je suis prêt. Ouvre ton coffret, tiens-le fort, et tiens-toi bien toi aussi, lui cria le renne. Il prit son élan, fonça droit sur le soleil, et lui flanqua un grand coup de ses bois. Un morceau tomba droit dans le coffret du jeune homme. Il referma tout de suite le couvercle et ils prirent le chemin du retour. Le renne déposa le jeune homme devant chez lui et disparut aussitôt. Le jeune homme est debout au milieu des siens. Il tient son coffret à la main et il leur dit « Vous m'avez chacun donné un de vos cheveux. J'ai façonné ce coffret et cela m'a permis de vous rapporter un morceau de soleil. Un tout petit morceau. Si cela vous plaît, nous y retournerons ensemble. » Mais au même moment, les 70 frères de l'ombre arrivent par derrière en hurlant « Ne le laissez pas! Lâchez cela! Nos lacs vont s'assécher, nous deviendrons aveugles, nos maisons vont brûler, le fer va fondre dans la terre. »
Non, dit le jeune homme, ce n'est pas vrai. J'ai vu le pays qui entoure le soleil. La terre est belle. Rien n'y est noir. Les frères se bousculent pour prendre le coffret du jeune homme, mais les habitants des huttes interviennent pour lui en disant « Après tout, nous avons participé à sa prise, nous voulons savoir ce qu'il a rapporté. » Mais les frères noirs, écumants de rage, ont réussi à s'emparer du jeune homme. Ils l'ont ligoté et emmené jusqu'au lac Noir. Ils veulent le noyer, lui et son coffret. Les gens ne peuvent plus les en empêcher. Leurs mots sont impuissants. Soudain, pour la première fois de leur vie, ils s'enhardissent et s'opposent aux frères de l'ombre. Ils ramassent des pierres à terre. À cette vue, les frères de l'ombre sortent de leurs vêtements des armes en arêtes de poisson, très pointues. Ils attaquent les habitants des huttes. Le sang coule. Une goutte de sang jaillit d'une blessure du jeune homme et tombe dans le coffret. Alors, il s'ouvre et le morceau de soleil s'en échappe. Le vent s'en saisit, le fait virevolter. Il tournoie au-dessus du pays noir. Au début, il n'est qu'une toute petite étoile, de rien du tout. Puis le vent souffle sur lui, comme sur une braise. Et il prend de la vigueur, il brille davantage, il devient tout rouge. Il embrase le ciel noir. Les marais, les lacs, les champs de mousse se mettent à flamboyer. Les habitants des huttes n'en croient pas leurs yeux. Les eaux du lac sont bleues. Les mousses sont de toutes les couleurs, des jaunes, des roses, des vertes, et même les pierres prennent des reflets colorés. Jamais les habitants du pays sombre n'avaient imaginé que le pays était aussi beau. Les frères de l'ombre, eux, sont devenus encore plus sombres. Ils ressemblent maintenant à du charbon mouillé. Le soleil les calcine et ils tombent dans une faille. Ils se noient dans l'océan. Le vent éparpille leurs cendres. Ils n'ont pas supporté les rayons de lumière et de chaleur. Les habitants des huttes courent vers le jeune homme et lui crient « Merci! Mais dis-nous, comment aller là-bas? Nous voyons bien que le soleil existe, mais ce n'est qu'un petit morceau, nous voulons le voir tout entier. » Aussitôt, les mousses s'écartent et le renne magique fait son apparition. Il s'adresse au jeune homme. « Dis-leur d'abattre la barrière, de monter sur les 100 000 rennes, et allez-y tous ensemble. » Ils se mettent en route, et arrivés près du soleil, ils s'inclinent. Le soleil leur dit « Déposez vos rennes en rond, qu'ils regardent tous du même côté. » Alors, au milieu du cercle, la terre se fend, et le renne blanc magnifique en sort. Il donne un coup de ses bois au soleil qui vacille et se dépose tout doucement sur les têtes de 100 000 rennes. Tout doucement, ils emmènent le soleil dans le pays noir. Ils arrivent entiers, et le sombre pays se met à connaître la lumière. La toundra connaît enfin le soleil. Et depuis des milliers d'années, les lacs sont bleus. Les habitants des huttes y pêchent des poissons. Les marais se sont asséchés et des fleurs multicolores parsèment le sol. Claudine Merci, lorsque lui arriva l'aventure que je vais vous dire, n'avait que 8 ans. C'était une petite fille tout à fait aimable et gracieuse, dont le rêve était de rencontrer une fée, et de préférence la fée des neiges. Cette fée est réputée, chez les paysans lorrains, très généreuse et bienveillante. Ce qu'on lui demande, elle l'accorde du premier coup. La difficulté, c'est de la rencontrer. Si je savais où elle demeure, j'irais, pensait Claudine. Je la supplierais de rendre maman un peu moins pauvre. Personne, en effet, à Audun-le-Roman, n'était plus à plaindre que Madame Merci. Veuve et sans nul soutien, elle travaillait pour un maigre salaire, tantôt ici, tantôt là, et ne possédait au monde qu'une maisonnette située à quelque distance du bourg,
sur la route qui mène en Alsace. Autour de la cabane s'étendait un petit potager. De la sorte, on avait des pommes de terre et des choux. Tant que duraient les choux et les pommes de terre, on mangeait presque à sa faim. Ensuite, il fallait se rationner un peu. Et les jours n'étaient pas rares où on ne prenait qu'un seul repas. Ajoutez que pendant une longue maladie qu'elle avait eue, Madame Merci s'était endettée. Au marchand Stanislas Hermann de Nancy, elle avait emprunté, écu par écu, 100 francs, somme énorme pour elle, et que, sans y parvenir, elle ne demandait qu'à rendre. D'abord, le créancier avait attendu avec patience, mais à présent il se fâchait, réclamait son argent d'une manière pressante et en arrivait même à des menaces. La veuve s'affligeait, s'effrayait, versait des larmes, et Claudine, qui voyait pleurer sa mère, songeait chaque jour davantage à la bonne fée des neiges et méditait de se mettre en chemin pour l'aller chercher. Mais la recherche s'annonçait périlleuse, et l'enfant la renvoyait tous les soirs au lendemain. De cette façon, le temps coulait, et voici que les arbres n'avaient plus de feuilles et que la nuit tombait de bonne heure. C'était l'hiver. Un dimanche matin, vers la fin du mois de novembre, les habitants d'Audun-le-Roman virent à leur réveil la neige tournoyer devant les fenêtres. Un tapis blanc s'étendait le long des rues et couvrait, jusqu'au bout de l'horizon, les plaines et les collines. Sans cesse descendait du ciel une multitude de nouveaux flocons. Le vent, un vent brusque et glacial, les poussait devant lui comme une nuée de mouches. Et, vrai, par un tel temps, cela avait de la chance qui pouvait rester au coin du feu. Ce n'était pas le cas du facteur. Chaussé de hautes grêtres et creusant un noir sillon dans la neige, il allait d'une porte à l'autre. Ce jour-là, il n'avançait pas vite, et midi sonnait lorsqu'il arriva à la cabane de Madame Torcy. Toc toc! Il frappa 2 coups à la vitre, tendit une enveloppe et s'éloigna. La veuve, d'une main tremblante, déchira l'enveloppe, déploya un large papier. Comme elle ne savait pas très bien lire, elle eut de la peine à saisir le sens de la lettre. Pourtant, avec le secours de Claudine, elle en vint à bout et finit par comprendre qu'on l'avertissait que si elle n'avait pas, avant 3 jours, payé à M. Stanislas Hermann la somme qu'elle lui devait, sa chaumière et ses meubles seraient vendus. Cette fois, gémit la pauvre femme, plus de remède. Notre perte est certaine. Il ne nous reste plus qu'à aller, la besace à l'épaule, par les chemins. Ah, ma chérie, que la vie nous est cruelle. Que ferons-nous lorsqu'on nous aura chassés d'ici? Elle me perce le cœur, la pensée de ce qu'il te faudra souffrir. Serrant entre ses bras sa fille, ainsi parlait la maman. Mais la petite ne répondait rien. L'œil à demi fermé, elle semblait se recueillir, former en elle-même quelques dessins. Étonnée, Madame Merci s'écarta un peu, puis erra en soupirant dans la chambre jusqu'au moment où, ayant vu que le feu s'éteignait, elle se rendit au jardin pour y prendre du bois qu'elle avait coupé la veille. Dès que sa mère fut sortie, Claudine se leva d'un bond, se couvrit d'un épais fichu de laine, s'élança hors de la maisonnette et s'engagea dans la campagne en disant « Tâchons de trouver la fée des neiges, c'est elle seule qui peut nous sauver. » Marquée par les poteaux et les fils du télégraphe, la route s'allongeait, droite et déserte. À chaque pas, l'enfant s'enfonçait jusqu'à la cheville et ne retirait son pied qu'avec effort. Par instants, la bise lui jetait au visage une poussière glacée. Son cœur battait à se rompre, elle avait très peur, très froid, et sentait, en marchant, une façon de vertige. Néanmoins, elle s'obstinait à aller en avant, et elle avait déjà parcouru un grand bout de chemin, lorsqu'elle éprouva tout à coup une telle lassitude qu'il lui fallut s'arrêter. Un tronc d'arbre à cet endroit était étendu au bord du fossé. Claudine s'approcha du tronc d'arbre et s'assit. À peine assise, elle entendit un bruit de sonnette et aperçut, venant vers elle, un traîneau attelé d'un joli cheval. Coiffé et vêtu de fourrure, un homme robuste et de haute taille conduisait cet équipage. C'était M. Gilbert Trois-Maisons, le plus riche minotier de la province. Un personnage au fond plein de bonté, mais rude, autoritaire, fantasque. Tout le monde à 20 lieues à la ronde le connaissait, et lui, il connaissait tout le monde, sans excepter Claudine Merci. En la voyant seule au milieu des champs couverts de neige, il fut non moins inquiet que surpris.
Brusquement, il s'arrêta devant le tronc d'arbre et d'une voix grondante demanda « Que fais-tu ici donc, petite sotte ?»« Je cherche, monsieur, la fée des neiges. »« Mais es-tu folle ?»« Oui, de chagrin. »« La cause ?»« Une dette que maman veut payer, 100 francs. On va pour ces 100 francs-là nous mettre à la porte de chez nous. Alors, vous comprenez, je tâche de trouver la fée des neiges et je la prierai, si je la trouve, de me donner cet argent qu'on nous réclame. » Le minotier haussa les épaules, toussa 3 ou 4 fois, se gratta un peu le bout du nez, puis déclara, d'un air très cassant, « Écoute, je veux que tu rentres, et tout de suite. À Audin, la nuit ne tardera guère à venir, tu périras de froid sur cette route, et les loups te croqueront. » Il montra, du bout de son fouet, un lointain village bâti contre le flanc d'une colline. « On m'attend là, à Beauchâteau, et il m'y faut aller au plus vite. Mais je repasserai dans 1 heure, et si je te retrouve ici, gare à toi. » Sur ces mots, il toucha légèrement son cheval qui partit comme une flèche. « Non, non, pensa Claudine, je ne retournerai pas au logis sans t'avoir vue, bonne fée. » Elle se leva, essaya de marcher, peine perdue. Ses jambes, maintenant, refusaient de se mouvoir. Toute raide et engourdie, elle tomba après quelques pas, et force lui fut, en conséquence, de ramper à nouveau vers le tronc d'arbre. Une fois là, un invincible besoin de dormir s'empara d'elle. Sachant bien que lorsqu'on s'endort dans la neige, on risque de ne plus jamais s'éveiller, elle résistait de son mieux au sommeil, redressait avec courage la tête et travaillait à garder les yeux ouverts. Mais c'était en vain qu'elle luttait. Son front, finalement, s'inclina. Un voile s'étendit sur ses paupières, et elle s'affaissa en murmurant « Au secours, fée des neiges !» Or, avec une voix plus suave que la douce musique, quelqu'un répondit à l'instant même « Gentille Claudine, me voici !» Et vêtue d'une robe éblouissante, une femme apparut, très radieuse. Mieux que la pleine lune luisait dans son regard, et, chaussée de brodequins blancs, ses pieds touchaient à peine le sol. « Est-ce vraiment vous, ô fée des neiges ?»« Vraiment moi, petite amie. Veux-tu que je t'emporte dans mon palais ?»« Oh oui, madame. » La fée saisit entre ses bras la fillette et partit tourbillonnante. Sa tête fendait les nuages. Sa robe, qui s'était soudain allongée d'une façon prodigieuse, traînait à la surface de la terre, et tout ce que le bas de cette robe effleurait, les champs, les toits, les clochers, les routes, se poudrait aussitôt d'une poussière éclatante. On filait aussi vite que l'éclair, et tout à coup, lumineux sous le ciel terriblement sombre, un palais brilla à l'horizon. Claudine franchit un porche immense, puis se trouva au centre d'une salle claire et gigantesque. Les murailles étaient faites avec des quartiers de glace. Attaché à un fil d'argent, un astre pendait à la voûte. Un tapis de neige très pur amortissait le bruit des pas. Il y avait 4 vitraux où le givre traçait d'admirables arabesques et que traversaient parfois des rayons d'or ou d'écarlate. Le lieu, en résumé, était d'une magnificence qu'on ne peut dépeindre, mais il y faisait bien froid. « C'est ici, expliqua la fée, ma demeure. La lanterne qui se balance là-haut, c'est, Claudine, l'étoile du Nord. La clarté qui illumine mes fenêtres provient de l'aurore boréale, et la neige sur laquelle tu marches, personne avant toi ne l'a foulée. » L'enfant ouvrait de grands yeux et ne se lassait point de contempler ces merveilles. Mais la blanche dame lui tira la manche et lui dit en souriant « N'as-tu pas faim, ma jolie? Que vais-je t'offrir? Des glaces? Des œufs à la neige? »« Merci, non. Amuse-toi donc un peu. Fabrique un bonhomme de neige ou fais des glissades sur mon parquet. »« Je n'ai pas envie de jouer. Mon cœur est triste, madame, à cause de... » Oui, je sais. « Tiens, voilà l'argent dont ta mère a besoin. Je le mets dans la pochette de ton tablier. Et maintenant, mignonne, que désires-tu encore? Que vous me rameniez à la maison. C'est facile. » Et voilà de nouveau Claudine parmi les nuages. Elle vole en un clin d'œil au-dessus des océans, des plaines, des villes, reconnaît bientôt l'église et la mairie d'Audin-le-Roman et rentre chez elle par la cheminée. « Étends-toi, dit la fée, sur ta couchette et reçois mes baisers d'adieu. Adieu, Claudine. » Juste à ce moment, les yeux de la petite se rouvrirent.
Elle avait chaud, elle était dans son lit. Un flambeau brûlait à son chevet. Et, penchée sur elle, sa maman l'embrassait avec transport. « Ah, chérie, disait-elle, quelle affreuse inquiétude tu m'as donnée. Pourquoi es-tu partie sans m'avertir? D'où viens-tu? Et qui donc, pendant que je te cherchais en dehors, t'a conduite ici, tout endormie? Mais c'est par les routes du ciel, la fée des neiges. Cesse, ma reine, de délirer. Mais je ne délire nullement. J'ai vu la fée comme je vous vois. Je lui ai parlé comme je vous parle. Elle m'a reçue dans son blanc palais. Et la preuve... Allons, calme-toi, reprends tes esprits. La preuve, c'est qu'elle m'a donné de quoi payer notre dette. Vous ne me croyez pas? Petite folle. Eh bien, cherchez dans ma poche. Par complaisance, la maman chercha, et aussitôt, sa main retira de la pochette quelque chose qui luisait et tintait. 5 pièces d'or. Dès le lendemain, on rendit à M. Stanislas Hermann ce qu'il avait prêté. Et non seulement la cabane ne fut pas vendue, mais l'argent se mit à affluer. Des sommes énormes, 3 francs par jour. D'où venaient ces 3 francs? De M. Gilbert Troismaisons, qui avait offert à Madame Merci une place d'intendante en ses cuisines, qui nourrissait jusqu'à 50 ouvriers. La veuve veillait donc sur la cave et les fourneaux, et Claudine, pendant ce temps, allait à l'école ou sautait à la corde sous les tilleuls devant la minoterie. Parfois, rencontrant la fillette, le patron lui demandait « Crois-tu toujours aux fées, l'ingénue ?» Elle répondait « Oui, certes !» Alors, Monsieur Troismaisons s'en allait en riant, et si on le priait de lui dire pourquoi il riait, il refusait de faire connaître ses raisons. Alors, ça vous a plu? Merci à la Maison des Enfants pour sa participation. Et à Philippe pour la lumière et la vidéo. Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.